Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 23, vecteurs et repérage. Et on commence sans plus attendre par les repères. Je vais faire quelques rappels rapides sur des notions que j'ai déjà abordées dans la base numéro 29, intitulée repères et coordonnées. Le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet prérequis. Un repère, noté O, I, J ou O, vecteur I, vecteur J, est la résultante de trois points distincts 2 à 2 et non alignés, noté O, I et J, un axe des abscisses, noté X, formé par les points O et I, avec le vecteur OI égale au vecteur I, un axe des ordonnées, noté Y, formé par les points O et J, avec le vecteur OJ égale au vecteur J, le point O est le centre du repère. Les vecteurs I et J sont appelés vecteurs unités, le segment OI, de longueur unité, permet de graduer l'abscisse OX. Le segment OJ, de longueur unité, permet de graduer l'ordonnée OY. Il existe 4 types de repères. Le premier est le repère quelconque. Les vecteurs OI et OJ ne sont pas perpendiculaires, et la longueur OI est différente de celle de OJ. Voilà ce que ça donne graphiquement, et c'est rare de travailler avec, ils apparaissent dans des exercices avec présence de triangles quelconques ou de parallélogrammes en géométrie analytique. Le second est le repère normé, les vecteurs OI et OJ ne sont pas perpendiculaires, et la longueur OI est égale à celle de OJ. Voilà ce que ça donne graphiquement, et c'est encore plus rare de travailler avec, à moins d'être en présence d'un triangle équilatéral, ou d'un losange. Le troisième est le repère orthogonal, les vecteurs OI et OJ sont perpendiculaires, et la longueur OI est différente de celle de OJ. Voilà ce que ça donne graphiquement, et on l'utilise parfois quand on devait travailler dans un rectangle. Le dernier est le repère orthonormé, les vecteurs OI et OJ sont perpendiculaires, et la longueur OI est égale à celle de OJ. Voilà ce que ça donne graphiquement. Ce repère est utilisé massivement dans tous les exercices de mathématiques et de physique, il a même un petit nom bien à lui, le référentiel. Un repère est, comme son nom l'indique, un outil de repérage des points suivants des coordonnées. Voici un repère avec le point M, de coordonnées X, Y, que j'entoure en vert. Cette écriture est celle imposée au collège, la linéaire, mais je te conseille la matricielle que j'entoure en violet. Ces coordonnées informent que le vecteur OM est égal à X fois le vecteur I, plus Y fois le vecteur J, avec X la valeur numérique des abscisses, axe horizontal, et Y celle des ordonnées, axe vertical. C'est fini pour les rappels, on passe au paragraphe suivant, le milieu d'un segment. Soit 2 points, le premier noté A, de coordonnées XA, YA, le second noté B, de coordonnées XB, YB. Le milieu, noté M, du segment AB aura pour coordonnées, XB plus XA, sur 2, YB plus YA, sur 2. Je ne vais pas te balancer l'expression sans te donner une petite explication sur le pourquoi du comment. Ce ne serait pas très pédagogique de ma part. Je vais utiliser ce repère, ce sera plus pratique. Je te rappelle que les valeurs des coordonnées ont toutes la même origine, le centre du repère, noté O. De ce fait, je matérialise la valeur de XA par cette flèche verte. Je vais la rajouter à XB pour obtenir cette longueur, matérialisée avec cette double flèche rouge en pointillé. Il suffit de couper ce segment en deux pour avoir l'abscisse du point M. Donc, XM est bien égal à XB plus XA sur 2. Même processus sur l'axe vertical. Je matérialise la valeur de YA par cette flèche verte. Je vais la rajouter à YB pour obtenir cette longueur, matérialisée avec cette double flèche rouge en pointillé. Il suffit de couper ce segment en deux pour avoir l'ordonnée du point M. Donc, YM est bien égal à YB plus YA, sur 2. Il n'empêche, quelle est l'utilité de connaître les coordonnées du milieu d'un segment? Ce n'est même pas raccord avec le titre de l'atelier, vecteurs et repérage. Pour ta gouverne, cet outil est une application détournée du monde vectoriel dans un repère. Il permettra, au lycée, de démontrer que le quadrilatère que tu as devant les yeux est un parallélogramme. Je te rappelle que la particularité première d'un parallélogramme, c'est d'avoir ses diagonales qui se coupent en leur même milieu. Tu détermines donc les coordonnées du milieu de la première diagonale, celles du milieu de la deuxième, et si les coordonnées sont les mêmes, tu as un parallélogramme. À mettre dans un coin de ton cerveau, ça pourra te servir et te sauver. Passons au paragraphe suivant, les vecteurs,
et on attaque par ses définitions. Un vecteur représente une translation, un déplacement rectiligne. Notez ainsi, AB avec une flèche au-dessus, il a les caractéristiques suivantes. Un point d'application, ici le point A. Une direction, celle de la droite AB. Un sens, de A vers B. Une longueur, nommée aussi norme, celle du segment AB. Deux vecteurs égaux auront même direction, même sens, même longueur, et même coordonnées. Justement, on va les aborder maintenant, et la formule va être d'une importance capitale. Soit deux points, le premier noté A, de coordonnées XA, YA, le second noté B, de coordonnées XB, YB. Le vecteur AB aura pour coordonnées, XB-XA, YB-YA. Sur le schéma de gauche, tu peux constater que le déplacement horizontal, ou abscisse, du vecteur AB est bien XB-XA, son déplacement vertical, ou ordonnée, est bien YB-YA. Si besoin, mets cette vidéo sur pause pour analyser à la fois la formule et son repère associé à gauche. Il est impératif de comprendre cette formule pour l'apprendre correctement et savoir la ressortir promptement et justement. Fini avec les coordonnées, on passe à la norme des vecteurs. Soit deux points, le premier noté A, de coordonnées XA, YA, le second noté B, de coordonnées XB, YB. La longueur du vecteur AB, appelée norme, notée ainsi, écriture vectorielle, ou plus simplement, écriture analytique, se calculera ainsi. AB égale à racine carrée de XB moins XA, au carré, plus YB moins YK, au carré, aussi égal à racine carrée de delta X, au carré, plus delta Y, au carré. Sur le schéma de gauche, coloré en violet et sur les axes, delta X représente la différence d'abscisse entre les points A et B, delta Y leur différence d'ordonnée. Mais en y regardant de plus près, on se rend compte que delta X et delta Y sont les coordonnées du vecteur AB. Donc, la norme de ce vecteur sera la racine carrée de la somme des carrés de ses coordonnées. Pratique à savoir quand tu es déjà en présence des coordonnées d'un vecteur. Passons maintenant à un vecteur particulier, le vecteur nul. Un vecteur nul, noté 0 avec une flèche au-dessus, n'a aucune direction, aucun sens, et il est de longueur nulle. Tout vecteur, de type A ou BB, vecteurs constitués de la même lettre, sont des vecteurs nuls car le point de départ et le point d'arrivée sont confondus. Il faut savoir les reconnaître et les éliminer en somme vectorielle, pour la simplifier et arriver bien plus vite au résultat. Paragraphe suivant, la collinéarité des vecteurs. Deux vecteurs sont collinéaires s'ils ont soit la même direction, soit le même sens. Deux vecteurs collinéaires permettent de montrer que deux droites sont parallèles, ou que trois points sont alignés. Attention, le vocabulaire technique doit être correctement employé. Les vecteurs sont collinéaires, pas parallèles. Les droites sont parallèles, pas collinéaires. La raison est simple, la différence structurelle entre une droite et un vecteur. La droite est définie par deux points fixes dans le plan ou l'espace, ce qui la rend immobile. Elle est de longueur infinie et n'a pas de sens, la droite AB est aussi la droite BA. Par contre, même si le vecteur est lui aussi défini par deux points, il renseigne aussi sur quatre informations importantes, son point d'application, qui peut changer, sa direction, son sens, et sa norme. Tout ce package le rend mobile dans le plan ou l'espace. Pour différencier ces deux objets, les mathématiciens ont décidé de termes techniques propres. De ce fait, les vecteurs sont collinéaires, pas parallèles, et les droites sont parallèles, pas collinéaires. C'est bon pour toi. Alors on continue. Soit deux vecteurs U et V, de coordonnées suivantes, x et y pour U, x' et y' pour V. Les vecteurs seront collinéaires si x fois y' égale à x' fois y. Pour déterminer le coefficient de collinéarité, notez k, tel que le vecteur V soit égal à k fois le vecteur U. Le calcul est le suivant. K est égal à x' sur x, aussi égal à y' sur y. Paragraphe suivant, les sommes de vecteurs. Soit deux vecteurs U et V, de coordonnées suivantes, x et y pour U, x' et y' pour V. Si le vecteur W est la somme des vecteurs U et V, alors les coordonnées de W seront x plus x', y plus y'. Attention au signe des coordonnées, une erreur est si vite arrivée.
Sur l'illustration à droite, il est facile de constater que les coordonnées du vecteur AC, somme des vecteurs AB et BC, sont bien la somme de leurs coordonnées. Pour les sommes, c'est fait. On passe désormais à la multiplication par un réel. Soit K un réel, et U un vecteur de coordonnées X, Y. Si le vecteur W est égal à K fois le vecteur U, alors les coordonnées de W seront K fois X, K fois Y. Si K est strictement positif, les vecteurs U et W auront même direction et même sens. C'est le cas pour ces deux vecteurs, AB et CD. Ici, la norme de AB est 3, celle de CD est 5. Donc, soit le vecteur CD est égal à 5 tiers fois le vecteur AB, soit le vecteur AB est égal à 3 cinquièmes fois le vecteur CD. Si K est strictement négatif, les vecteurs U et W auront même direction, mais seront de sens opposé. C'est le cas pour ces deux vecteurs, AB et CD. Ici, la norme de AB est 2, celle de CD est 3. Donc, soit le vecteur CD est égal à moins 3 demi fois le vecteur AB, soit le vecteur AB est égal à moins 2 tiers fois le vecteur CD. Voici quelques propriétés de la multiplication par un réel. La première, distributivité scalaire. K fois U plus V est égal à K fois U plus K fois V. Comme son nom l'indique, distribution du réel sur chaque terme de la somme vectorielle. La seconde, distributivité vectorielle. K plus K' fois U est égal à K fois U plus K' fois U. Comme son nom l'indique, distribution du vecteur sur chaque terme de la somme des réels. La dernière, l'associativité. K fois K' fois U est égal à K fois K' fois U. Et vu que j'y suis, un petit rappel qui, je pense, ne sera pas du luxe. La division d'un vecteur par un réel, noté K, est possible, ce qui est équivalent à une multiplication par son inverse, noté 1 sur K. J'espère que cette information est remontée à la surface de ton cerveau, et qu'elle ne va plus sombrer dans les profondeurs abyssales des souvenirs oubliés. Sans transition, on passe à la relation de Schall. La relation de Schall est un cas particulier d'addition de vecteurs. Elle ne peut s'appliquer que lorsque l'extrémité du premier vecteur correspond au même point que l'origine du deuxième vecteur. Pour faire clair, vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC. Remarque la couleur rouge du point B dans cette somme, qui correspond à l'extrémité du premier vecteur, ainsi qu'au point de l'origine du deuxième vecteur. Et hop, un petit schéma pour imager la situation, qui montre que le point B dans ce cas est un point de transition, qui sera éliminé lors de la somme. Tant qu'on est dans la géométrie vectorielle, on va aborder la règle du parallélogramme. Si deux vecteurs ne sont pas parallèles mais qu'ils ont la même origine, le même point de départ, et qu'ils sont additionnés, tu obtiendras un parallélogramme. Vecteur AB plus vecteur AC, égale au vecteur AD. Remarque la couleur rouge du point A dans cette somme, qui correspond à l'extrémité commune des deux vecteurs. Et hop, un petit schéma pour imager la situation, qui montre que AD est une diagonale, et D est le point tel que ABDC est un parallélogramme. Je vais profiter de ton attention pour faire une remarque. Ne pas confondre la relation de Schall et la règle du parallélogramme. Même si elles permettent toutes les deux de construire la somme de deux vecteurs, elles ont chacune leur particularité. La relation de Schall fait la somme de vecteurs consécutifs, comme par exemple vecteur AB plus vecteur BC égale au vecteur AC, avec le point B, en rouge, la fin du premier vecteur et le début du second. La règle du parallélogramme fait la somme des vecteurs de même origine, comme par exemple vecteur AB plus vecteur AC égale au vecteur AD. Je termine cet atelier avec quelques rappels de géométrie. Tu vas devoir tracer des vecteurs sur une feuille, quadrillée ou non. Il te faudra dans tous les cas savoir tracer des parallèles à ces vecteurs pour pouvoir les déplacer en le plan et construire la figure demandée dans l'énoncé. La première technique utilise la règle et l'équerre. Un conseil, toujours considérer la règle comme le stator, elle sera fixe durant toute l'opération de traçage, et l'équerre sera le transport, elle déplace le vecteur. Fais en sorte de bien bloquer cette règle afin qu'elle ne bouge pas durant toute l'opération, donc apprends à placer tes doigts sur elle. Seconde technique avec le compas. Par contre ici, il te faudra un compas rigide, en métal ou plastique épais, et une pointe de crayon, ou de mine, bien taillée. Cette méthode est un peu plus longue que la première, mais elle est plus précise. Un conseil,
Entraîne-toi pour maîtriser les deux, et n'oublie jamais ton matériel de traçage. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #023, vecteur et repérage, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.